L'Europe est face à un renversement silencieux. Alors que les ports autrefois tournés vers l'exportation de matières premières africaines voient désormais un afflux de délégués européens, le rapport de force entre les continents est en train de changer. Ibrahim Traoré, figure montante du Sahel, comprend mieux que quiconque que ceux qui contrôlent les ressources et la démographie redéfinissent les règles du pouvoir mondial. Quelles seront les conséquences pour l'Europe, qui a longtemps cru détenir les rênes du commerce global? Et surtout, comment l'Afrique, forte de ses ressources stratégiques, va-t-elle dicter les termes du futur économique mondial? Dans cette nouvelle dynamique, l'Afrique s'impose comme un acteur central. Le discours européen, qui a longtemps mis l'accent sur le partenariat et l'aide, se transforme désormais en un langage d'investissement et de survie. Ibrahim Traoré, à la tête de la transition politique et économique du Burkina Faso, symbolise ce changement. Avec des ressources comme le cobalt, le lithium et le cuivre, l'Afrique détient désormais la clé de la stabilité énergétique de l'Europe. Les données ne mentent pas. Les exportations africaines vers l'Europe ne cessent d'augmenter, tandis que l'UE se retrouve confrontée à un déficit commercial inédit de plus de 23 milliards d'euros. Ce retournement pose une question fondamentale. Dans ce jeu de pouvoir redéfini, qui dicte réellement les termes de l'avenir mondial? Le monde connaît un changement de paradigme stratégique. Ibrahim Traoré, dans son rôle de leader visionnaire, comprend qu'il est désormais possible pour les nations africaines de reprendre le contrôle non seulement des matières premières, mais aussi des chaînes de valeur. L'Europe, jusque-là dépendante des ressources africaines, se trouve confrontée à une nouvelle réalité: la montée en puissance du continent africain dans la chaîne de valeur mondiale. Un chiffre suffit à le prouver. 31% des exportations africaines se dirigent désormais vers l'Europe, contre 23 milliards d'euros de déficit commercial pour Bruxelles. Cette inversion des rapports de force trouve son origine dans une série d'événements qui se sont accélérés ces dernières années: la pandémie, la rupture des chaînes logistiques et le choc énergétique en Europe. Au cœur de ce basculement se trouve la question de la souveraineté industrielle. Alors que les Européens se battent pour sécuriser leur approvisionnement en matières premières critiques, l'Afrique prend une position stratégique. Dans des villes comme Lusaka et Kigali, des ministres africains imposent des conditions strictes sur la transformation locale des ressources, modifiant ainsi les règles du jeu. La coopération n'est plus unilatérale. Elle devient un échange où l'Afrique exige désormais de plus en plus de parts dans la valorisation des ressources, comme en témoigne la mise en place de coentreprises industrielles. Cette nouvelle dynamique fait apparaître une question simple mais cruciale: l'Afrique peut-elle réellement devenir un arbitre dans les négociations mondiales, dictant les termes de l'avenir énergétique de l'Europe? L'ascension d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette évolution géopolitique plus large. Depuis sa prise de pouvoir, il a su comprendre les enjeux à la croisée des chemins. L'Afrique doit se transformer d'un simple fournisseur de matières premières en un acteur stratégique qui participe activement à la chaîne de valeur mondiale. Traoré et ses pairs africains ont initié une nouvelle vague de négociations où les termes du partenariat sont désormais équitablement répartis. Prenons l'exemple de la Zambie, qui a exigé que tout investissement étranger dans l'extraction du cuivre inclue une part de transformation locale. Ce changement stratégique marque un tournant. Les investisseurs européens, jusque-là habitués à la main-d'œuvre bon marché et aux matières premières brutes, doivent désormais s'adapter aux nouvelles règles. Traoré et ses homologues savent que la clé du futur réside dans le contrôle de la valeur ajoutée sur le continent.
Les premières répercussions sont déjà visibles. À Kigali, le gouvernement a mis en place des zones industrielles où les entreprises européennes doivent respecter des conditions de cogestion et d'emploi local. Cela a pour effet immédiat d'accroître les revenus internes et de renforcer l'économie locale. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré évoque souvent l'importance de protéger la valeur avant la matière. Ce principe résume parfaitement la transformation qui est en cours. Les pays africains, en se réorientant vers une économie de transformation, prennent le contrôle de leur avenir industriel. Les événements se sont enchaînés à une vitesse impressionnante. Au début, l'Europe semblait se maintenir dans une position de force, dictant les termes des accords commerciaux avec l'Afrique. Mais cette dynamique a commencé à changer avec le déclin des chaînes logistiques européennes pendant la pandémie, suivie d'une crise énergétique qui a révélé les failles du système industriel européen. Ce fut le moment où l'Afrique a commencé à saisir l'opportunité stratégique. Au début, la Zambie a pris une décision audacieuse: interdire l'exportation de cuivre brut sans qu'il soit transformé localement. À Kigali, les autorités ont imposé des quotas d'emploi local dans les coentreprises, mettant ainsi en lumière l'évolution des conditions de coopération. Au fur et à mesure que l'Europe se trouvait confrontée à une pression économique croissante, des pays africains comme la Namibie et la Zambie ont redoublé d'efforts pour s'imposer comme des partenaires clés. Ces nations ont mis en œuvre des lois imposant des quotas d'emploi local et un partage des bénéfices plus équitable. Les entreprises européennes, en particulier dans le secteur minier et énergétique, ont rapidement compris qu'elles devaient s'adapter à cette nouvelle réalité. Les discussions autour du Global Gateway, initiative européenne visant à sécuriser les investissements en Afrique, ont révélé les tensions qui existent désormais dans la relation Afrique-Europe. Mais ce basculement n'a pas été immédiat. Il a fallu des années de préparation, de discussions secrètes et d'ajustements politiques pour que l'Afrique prenne son pouvoir. Ibrahim Traoré a été l'un des principaux architectes de ce changement. En 2020, en 2022, lors d'une conférence internationale, Traoré a exprimé publiquement que l'Afrique ne voulait plus être vue comme le fournisseur d'intrants pour les économies occidentales. Au contraire, l'Afrique doit désormais imposer ses conditions et être un acteur de la valeur ajoutée. L'Europe, de son côté, a réagi. Consciente de sa dépendance croissante, elle a tenté de réorienter ses stratégies, notamment par des investissements dans des projets d'infrastructures critiques en Afrique. Cependant, ce qui était vu comme des gestes d'aide auparavant est maintenant perçu comme des investissements avec des retours négociés. Le résultat est une redistribution progressive de la valeur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les dernières statistiques, 31% des exportations africaines sont désormais destinées à l'Europe, un chiffre qui a connu une augmentation constante au cours des dernières années. Pourtant, en dépit de cette hausse des exportations, l'Europe enregistre un déficit commercial vis-à-vis de l'Afrique de plus de 23 milliards d'euros. Ce retournement est la preuve d'un changement fondamental dans les rapports commerciaux entre les deux continents. La pandémie, les ruptures logistiques et la crise énergétique en Europe ont amplifié ce phénomène, révélant une dépendance accrue à l'égard des ressources africaines. D'un autre côté, la manière dont les gouvernements africains manipulent ces données économiques, c'est stratégique. Par exemple, la Namibie a imposé une législation stipulant que le lithium ne serait plus exporté brut sans qu'une transformation locale soit effectuée. Cette décision a eu un impact immédiat sur les prix et les contrats européens, augmentant ainsi la pression sur les entreprises occidentales. Les investisseurs ont vite compris qu'ils devaient changer leur approche. Les gouvernements africains ne se contentent plus de négocier sur des bases de solidarité. Ils exigent désormais des contreparties substantielles en matière de transformation et de bénéfices locaux.
La montée en puissance de l'Afrique dans la chaîne de valeur mondiale a suscité de nombreuses réactions en Europe, créant des opinions partagées. D'une part, certains observateurs soutiennent que cette nouvelle dynamique est bénéfique pour les deux continents, permettant à l'Afrique de se libérer de sa dépendance aux exportations brutes et à l'Europe d'assurer un accès sécurisé à des ressources essentielles pour sa transition énergétique. Selon cette vision, le partenariat renforcé entre l'Afrique et l'Europe pourrait devenir un modèle de coopération mutuellement bénéfique où chaque partie tire profit de la croissance de l'autre. En effet, l'initiative Global Gateway, visant à investir 150 milliards d'euros d'ici 2027, reflète cette approche de co-développement. Cependant, une autre lecture de la situation met en lumière les risques inhérents à cette répartition du pouvoir. De nombreux économistes africains estiment que les investissements européens dans le cadre de cette initiative sont davantage une stratégie pour sécuriser les ressources vitales de l'Europe qu'une véritable coopération équilibrée. La dépendance croissante de l'Europe vis-à-vis des minéraux critiques pourrait conduire à une forme de néocolonialisme économique, où l'Afrique reste soumise à des règles dictées par des intérêts externes. Les conditions de transformation locale et les exigences de gouvernance partagée, bien qu'elles soient perçues comme un signe de souveraineté économique pour les pays africains, peuvent aussi être vus comme un moyen pour l'Afrique de garantir une part plus équitable de la valeur ajoutée générée par ses ressources. Le défi réside donc dans l'équilibre à trouver entre les avantages d'une coopération renforcée et les risques de maintenir une relation asymétrique. Les dirigeants africains, comme Ibrahim Traoré, insistent sur l'importance de protéger la valeur avant la matière, soulignant que la transformation locale des ressources est une étape cruciale pour garantir un contrôle durable sur les richesses naturelles. Si cette logique est respectée, l'Afrique pourrait véritablement réécrire les règles du jeu économique mondial, en devenant un acteur clé non seulement dans l'extraction des ressources, mais aussi dans leur valorisation. Néanmoins, la question demeure: l'Europe est-elle prête à accepter cette nouvelle réalité et à négocier sur des bases équitables, ou cherchera-t-elle à imposer de nouvelles formes de domination sous couvert de coopération? L'inversion des rapports de force entre l'Afrique et l'Europe atteint un point de bascule. Le tournant décisif se produit non seulement sur le terrain économique, mais aussi sur le plan politique, alors que des pays africains comme la Zambie et le Rwanda imposent des conditions strictes sur les investissements étrangers. Ce qui était autrefois considéré comme un partenariat déséquilibré est désormais perçu comme un espace de négociation active où l'Afrique décide de sa propre voix. Les dirigeants africains, tels qu'Ibrahim Traoré, commencent à redéfinir les termes des échanges. L'Afrique ne vend plus sa matière brute, mais sa transformation. Cela reflète un changement de mentalité profond. Les investissements européens, bien qu'importants, sont désormais soumis à des exigences locales strictes: transformation des ressources, création d'emplois et partage des bénéfices. Cela marque une nouvelle ère où l'Afrique ne se contente plus de fournir des matières premières, mais devient une force stratégique, capable de dicter les termes de la coopération. La question qui se pose maintenant est de savoir si l'Europe saura s'adapter à cette nouvelle réalité ou si elle tentera de maintenir son contrôle sur les conditions du jeu mondial. Le changement stratégique de l'Afrique a des répercussions tangibles sur plusieurs niveaux. D'abord, pour les nations africaines, cette transition vers une souveraineté économique a des effets immédiats et durables. Des pays comme la Zambie, la Namibie et le Rwanda, en imposant des règles strictes de transformation locale, ont montré la voie. Ces nouvelles exigences ont entraîné une montée en puissance des secteurs industriels locaux. Dans ces pays, les projets d'extraction ne se contentent plus de vider les ressources naturelles. Ils servent à renforcer l'infrastructure et l'économie interne.
En Zambie, par exemple, l'extraction du cuivre est désormais accompagnée de raffineries locales et d'emplois spécialisés, ce qui génère de la valeur ajoutée au niveau national. Ces changements permettent aux gouvernements africains de réduire leur dépendance aux exportations brutes et d'augmenter leurs recettes fiscales tout en améliorant les conditions de vie locales. En parallèle, les entreprises européennes commencent à voir leur modèle économique bouleversé. Les conditions strictes de transformation et de cogouvernance imposées par les États africains obligent les entreprises européennes à s'adapter rapidement. Les chaînes d'approvisionnement, auparavant centrées sur l'exportation de matières premières, doivent désormais inclure des processus de transformation locaux. Cela conduit à des coûts plus élevés et à des négociations plus complexes. Les fabricants de batteries, par exemple, réévaluent leur stratégie d'approvisionnement en cobalt et lithium, en tenant compte de la nécessité de travailler davantage avec les entreprises locales. L'incertitude croissante autour des prix et des délais d'approvisionnement en matières premières critiques augmente la pression sur les industries européennes, qui se retrouvent confrontées à une dépendance croissante vis-à-vis des décisions prises en Afrique. Les populations africaines bénéficient également de cette dynamique. Les nouvelles zones industrielles créées grâce à ces changements ont engendré une hausse significative des emplois locaux. En Namibie et au Rwanda, des milliers de jeunes diplômés trouvent désormais des opportunités dans des secteurs tels que la technologie, les énergies renouvelables et la transformation industrielle. Les gouvernements investissent également dans la formation professionnelle, préparant ainsi la prochaine génération de travailleurs pour une économie en transformation. Cela signifie que progressivement, l'Afrique devient non seulement un fournisseur de matières premières, mais aussi un acteur clé dans la création de valeur sur le continent. Sur le plan régional, l'intégration des marchés à travers l'AFCFTA, zone de libre-échange continentale africaine, joue un rôle crucial. L'Afrique devient progressivement un espace économique unifié où la négociation avec l'Europe ne repose plus sur des accords bilatéraux isolés, mais sur des bases communes. Cela permet aux pays africains de négocier collectivement, augmentant ainsi leur pouvoir de négociation. L'UE, qui a longtemps agi en tant que centre de décision dans les accords commerciaux, doit désormais ajuster ses attentes et ses pratiques. Ce passage d'une diplomatie fragmentée à une coopération africaine plus structurée représente un changement fondamental dans la géopolitique mondiale des ressources naturelles. Ainsi, les répercussions de cette réorganisation sont multiples et touchent tous les aspects des relations internationales. L'Afrique devient de plus en plus un acteur incontournable, non seulement pour son rôle dans la transition énergétique, mais aussi pour la manière dont elle redéfinit les règles du commerce mondial. Cette dynamique crée des tensions, mais aussi de nouvelles opportunités, tant pour les nations africaines que pour les entreprises européennes, qui doivent maintenant s'adapter à un environnement économique mondial réorienté. Les mois à venir s'annoncent cruciaux pour la dynamique entre l'Afrique et l'Europe. Trois scénarios distincts pourraient émerger, chacun avec des implications différentes pour l'avenir des relations économiques entre les deux continents. Dans un scénario de base, l'équilibre actuel pourrait se maintenir, mais dans un état plus fragile. Les pays africains continueraient à imposer des exigences de transformation locale et de gouvernance partagée, tout en restant ouverts aux investissements européens. L'Europe, consciente de la nécessité de sécuriser ses approvisionnements en ressources critiques pour sa transition énergétique, ajusterait progressivement ses standards industriels pour s'adapter aux nouvelles réalités africaines. Les investissements dans les infrastructures et les projets industriels se multiplieraient, mais les négociations seraient plus longues et plus complexes. Les deux continents continueront à coopérer sur la base d'une interdépendance croissante,
mais cette relation sera marquée par une pression continue sur les entreprises européennes pour qu'elles respectent les normes africaines. Ce scénario offrirait une certaine stabilité, bien que les tensions restent palpables. Dans un scénario optimiste, l'Afrique pourrait renforcer encore davantage son pouvoir de négociation. Grâce à l'intégration accrue des marchés africains via l'AfCFTA, les pays du continent harmoniseraient leurs politiques économiques, ce qui donnerait plus de poids aux négociations collectives. L'Europe, de son côté, pourrait accepter des conditions plus favorables aux pays africains, comme une participation majoritaire africaine dans les installations industrielles, des programmes de formation technique élargis et un partage des bénéfices plus équitable. Cela pourrait entraîner une augmentation significative des flux d'investissement en Afrique, consolidant ainsi sa souveraineté industrielle. Ce scénario pourrait aboutir à une véritable transformation économique de l'Afrique, renforçant sa position stratégique dans la chaîne de valeur mondiale. Enfin, un scénario pessimiste pourrait voir les tensions entre l'Afrique et l'Europe s'aggraver. Des différends contractuels sur les clauses d'arbitrage, les délais de mise en conformité et les restrictions à l'exportation risqueraient de mener à une série de conflits. Si l'Europe essaie de reconfigurer certains accords pour préserver ses marges, plusieurs pays africains pourraient suspendre temporairement l'accès à des minéraux critiques. Cela entraînerait une hausse des prix, un ralentissement des projets énergétiques et une instabilité accrue. Dans ce contexte, d'autres puissances extérieures, comme la Chine ou la Russie, pourraient en profiter de l'incertitude pour accroître leur présence en Afrique. Ce scénario, bien que peu probable à court terme, resterait un facteur de risque important dans la relation Afrique-Europe. Les 6 à 12 prochains mois seront donc déterminants pour façonner l'avenir de cette relation complexe et stratégique. Les implications de ce changement stratégique entre l'Afrique et l'Europe ne se limitent pas aux décideurs politiques ou aux grandes entreprises. Elles touchent directement la vie quotidienne des citoyens des deux continents. Pour les professionnels de l'énergie et de l'industrie, l'impact est immédiat. Ceux qui travaillent dans les secteurs des énergies renouvelables, des technologies et des infrastructures devront repenser leur stratégie à la lumière de ces nouveaux rapports de force. Les entreprises devront s'adapter à des normes plus strictes, intégrer des exigences de transformation locale et repenser leur chaîne d'approvisionnement. En conséquence, cela pourrait modifier la manière dont ces industries se développent et s'internationalisent. Les experts du secteur devront naviguer dans un environnement plus complexe, où chaque décision commerciale est influencée par des dynamiques géopolitiques nouvelles. Pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique, la situation est tout aussi révélatrice. L'Afrique, longtemps considérée comme un simple fournisseur de matières premières, devient maintenant un acteur central dans la configuration du commerce mondial. Les grandes puissances, qu'elles soient européennes, asiatiques ou américaines, devront réévaluer leur stratégie vis-à-vis du continent africain, qui gagne progressivement en influence sur la scène internationale. L'évolution des rapports de force sur les matières premières, notamment le cobalt, le lithium et le cuivre, constitue un levier important dans les négociations internationales. Les décideurs politiques et économiques devront intégrer ces nouvelles réalités dans leurs prévisions à long terme. Enfin, pour les citoyens ordinaires, ces changements se traduisent par un impact indirect mais significatif sur leur quotidien. Les prix des produits de consommation, en particulier ceux liés à l'énergie et aux technologies, pourraient fluctuer en fonction de l'évolution des relations entre l'Afrique et l'Europe. De plus, la montée en puissance de l'Afrique pourrait offrir de nouvelles opportunités économiques pour les jeunes générations, notamment dans les secteurs de l'ingénierie, des énergies renouvelables et de la technologie. Pour ces derniers, l'Afrique pourrait devenir un terrain de croissance et d'innovation.
loin de l'image de pauvreté et de dépendance qu'elle véhiculait par le passé. Pour que les deux continents tirent pleinement parti des opportunités créées par cette nouvelle dynamique, il est essentiel d'adopter une approche structurée et coordonnée. Voici trois étapes clés qui pourraient définir l'avenir des relations Afrique-Europe. Premièrement, codifier les exigences industrielles. Les pays africains doivent formaliser des cadres contractuels unifiés qui stipulent des exigences claires en matière de transformation locale, de partage des bénéfices et de gouvernance partagée. Ces exigences devront être mesurées à travers des indicateurs simples comme le pourcentage de valeur ajoutée localement conservé avant l'exportation des ressources. Une telle approche permettra de créer une base commune pour les négociations où les attentes des deux parties seront clairement définies et respectées. Deuxièmement, structurer les coentreprises avec des métriques claires. Les partenariats entre entreprises africaines et européennes doivent être renforcés par des mécanismes de transparence. Cela inclut l'obligation pour les coentreprises de publier des rapports réguliers sur les progrès réalisés en matière d'emploi local, de formation technique et de réinvestissement domestique des bénéfices. Les projets doivent être évalués sur une base trimestrielle et des objectifs clairs doivent être définis pour chaque année. Ce processus permettra de garantir que les bénéfices de ces partenariats profitent réellement aux économies locales. Enfin, renforcer la gouvernance énergétique et industrielle. L'Afrique doit intégrer les projets d'énergie renouvelable comme le solaire et l'éolien dans une planification régionale coordonnée. Cela pourrait être facilité par une collaboration renforcée au sein de l'AFCFTA qui pourrait établir des normes communes en matière d'infrastructure et de logistique. L'objectif sera de réduire les coûts de transport, d'accélérer les échanges et de stabiliser l'approvisionnement en ressources critiques. En parallèle, la mise en place de mécanismes de suivi bilatéraux permettra de vérifier les progrès réalisés, assurant ainsi que les engagements des deux parties sont respectés. Ces trois étapes permettront non seulement de maximiser les avantages économiques pour les deux continents, mais aussi d'établir un partenariat plus équilibré et durable. Au cœur de ce basculement stratégique, Ibrahim Traoré incarne un changement fondamental dans la perception du rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. L'Afrique, autrefois perçue comme un simple fournisseur de matières premières, est désormais le centre de gravité du commerce mondial dictant les règles du jeu. Cette transformation ne se limite pas au gouvernement ou aux grandes entreprises. Elle touche directement les vies quotidiennes des Africains et des Européens, redéfinissant les attentes et les relations. En revenant sur les propos de Traoré, qui affirme que l'Afrique doit protéger la valeur avant la matière, il devient évident que ce changement de paradigme est bien plus qu'une simple évolution économique. Il s'agit d'un combat pour la souveraineté, pour le contrôle des ressources et de la valeur ajoutée, pour la possibilité de créer un avenir où l'Afrique n'est pas un acteur passif, mais un leader du monde globalisé. Ce retour à une position de pouvoir, symbolisée par des figures comme Ibrahim Traoré, marque une ère nouvelle où l'Afrique ne demande plus sa place à la table des négociations, mais choisit sa position et impose ses termes. Les défis restent nombreux, mais l'Afrique se tient désormais prête à prendre son destin en main. L'évolution des relations entre l'Afrique et l'Europe n'est pas seulement une question de commerce, mais de vision partagée pour l'avenir. L'Afrique, forte de ses ressources et de son potentiel, se tient désormais au centre du développement mondial. Mais la question reste, comment les deux continents vont-ils s'adapter à cette nouvelle dynamique ? Comment garantir une coopération où les intérêts de chacun sont respectés et non dominés? Le temps est venu, Shahid. Est venu pour l'Europe de reconnaître que la véritable force réside dans un partenariat équilibré et respectueux. Le défi
et de construire un avenir où les bénéfices ne sont pas unilatéraux, mais partagés, où l'Afrique, en tant qu'acteur central, participe activement à la redéfinition des règles du commerce mondial. Il est temps d'écouter, de comprendre et de collaborer de manière plus équitable. Alors, que pouvons-nous faire ensemble pour favoriser cette transformation? Et, plus important encore, quelles actions pouvons-nous entreprendre pour nous assurer que ce changement ne soit pas seulement une promesse, mais une réalité tangible pour les générations à venir?